En 2025, l'Europe, parlons-en, produira 2 millions d'obus par an. Donc il y a un vrai réveil. Vous savez, cette menace, moi je cautionne totalement ce que dit Anne Craft. Je ne crois pas une seconde que les Américains se désolidarisent de l'OTAN. Il n'empêche que cette hésitation et les déclarations du président Trump, quelque part, ont permis de réveiller l'Europe. Et bien sûr, on paye 30 ans de guerre froide. Le reportage que vous avez passé tout à l'heure à 21h était très éloquent. Il montrait l'histoire, en fait, pourquoi on est arrivé là. La guerre en Ukraine était un révélateur, mais en même temps, aujourd'hui, c'est une prise de conscience de l'Europe. Et le cap, il est extrêmement simple. C'est ce que fait la Pologne. Il faut que l'Europe se réarme au sein de l'OTAN. Il faut une autonomie stratégique de l'Europe à tout point de vue, sur le plan politique, économique et bien sûr militaire. Et on en prend le chemin, mais ça prend du temps. Bien sûr que ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Et cette prise de conscience, il faut la garder. Excusez-moi, mais... Je voulais juste revenir à ce que vous avez dit. On peut penser que Poutine se fiche de son peuple. Je ne pense pas comme ça. Parce que après la perestroïka, il y avait un énorme ressentiment de la moyenne classe qui était essentiellement composée des gens militaires ou ceux qui travaillaient pour l'industrie militaire. Ils se sont retrouvés sur la paille. C'était des ingénieurs, c'était énormément d'officiers, parce que autrefois, avoir une carrière militaire en Russie, c'était presque la survie. Et il y avait plus que la moitié de la population masculine qui était dans l'armée. Et puis l'autre moitié était dans l'ingénierie. Ou l'autre qui travaillait dans des instituts on les appelait les boîtes postales, c'est-à-dire sans adresse, qui étaient sous protection de l'armée. Et ces gens-là, pendant 30 ans, étaient complètement... mis en dehors de la société. Aujourd'hui, on fait appel à eux. Donc, on a résolu le problème de ressentiment. Ces gens-là, aujourd'hui, touchent des salaires assez pharaoniques. Ils ne payent pas autant d'impôts que les autres. Et ça va durer, parce qu'après chaque... Vous voulez dire qu'il y a une sorte de nouvelle nomenclatura qui profite de la moyenne situation. classe, pas nomenclatura, la moyenne classe. Tous ceux qui font des études, des ingénieurs et tous ceux... Pas dans les proportions que vous dites, je suis désolé. Je vous assure que... Non, pas dans ces proportions-là. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Dans ma classe à l'école, tous les garçons sont devenus militaires. Oui, tous. mais en termes de statistiques, non. En termes de statistiques sur l'ensemble de la population active russe, il y en a plus, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des privilèges, c'est vrai, donnés au complexe militaro-industriel russe. Ça, c'est tout à fait exact. De même qu'aux officiers des différents services de renseignement. Mais ce n'est pas non plus dans les proportions que vous dites. La réalité aussi de la Russie, c'est une pauvreté massive. Vous avez une grande pauvreté qui touche à peu près 16% aux dernières statistiques. Et travailler pour l'armée, c'était une façon d'échapper. Parce que vous êtes habillé, on vous donne l'appartement et on vous donne aussi sur la réalité, je suis d'accord. Oui, tout sur à la fait. Proportion, non. La question, c'est de savoir, parce que moi, j'ai aussi fait des voyages en Union soviétique à l'époque, et il y avait comme une tradition de souffrance et de privation du peuple soviétique. Et c'est quelque chose auquel ils sont habitués, vous voyez ce que je veux dire. Donc la condition, non mais c'est ça. Aujourd'hui que je fais des voyages après en Russie, oui, il y a une nouvelle classe qui s'est enrichie, on est d'accord, il y a une nouvelle nomenclatura. Et la question est de savoir, c'est une question, selon moi, d'un point de vue sciences politiques et économiques, c'est de savoir jusqu'à quel degré la population peut être appauvrie par cette économie de guerre. C'est ça la question. Premièrement, il y a eu un train de sanctions, 13 trains de sanctions de l'Union européenne qui affectent considérablement l'industrie russe, mais dans quelle mesure il y a cette ampleur de privation qui pourrait remettre en cause le régime, la stabilité du régime de Vladimir Poutine. Pour le moment, c'est le keynésianisme. Voilà. Non, parce que depuis le début, on nous dit le peuple russe ne souffre pas véritablement, les magasins, les rayons sont pleins. Non, mais... Oui, effectivement, la réalité, c'est qu'ils souffrent. La réalité, c'est qu'ils souffrent. Et donc, les vitrines des villes industrielles militaires ou de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais qui ne représentent absolument pas la Russie réelle. Donc la question, c'est une question de survie. Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à faire souffrir son peuple pour son économie de guerre? Et à un moment donné, ça risque effectivement d'exploser. Le relancement de l'industrie, on le connaît. Je
keynesianisme, c'est la base. Je peux vous dire qu'au niveau de ma famille en Russie, et j'ai une partie de ma famille qui faisait partie de la classe moyenne, cette classe, elle n'existe plus en Russie. Ça, la réalité. C'est qu'il y a eu une classe moyenne qui s'est développée dans les années 2000, même à la fin des années 90. Cette classe, aujourd'hui, elle n'existe quasiment pas. Alors que dans les sociétés traditionnelles, par exemple occidentales aujourd'hui, c'est quand même la classe moyenne qui est l'une des dominantes. Et c'est toute la différence aujourd'hui entre la Russie et l'Europe, par exemple, en général, c'est vraiment sur cette question. En termes d'armement, je ne suis pas connu pour être une personne qui dénigre l'armée russe ou qui sous-estime ses capacités, mais prenons des chiffres qui sont confirmés. On sait que la Russie, elle a détruit, en tout cas en termes de destruction, au moins 3200 chars. Des chars qui en plus ont été endommagés, c'est plus de 2000. Donc ça fait plus de 5000 chars au total. Là, on parle d'une production de 1200 chars par an. Certes, c'est énorme. Certes, c'est plus important que ce qu'estimaient les États-Unis. Mais la vérité, c'est que la Russie utilise aujourd'hui des chars de plus en plus anciens. On le voit sur le terrain et les Ukrainiens le confirment. Cela ne signifie pas que la guerre est plus facile, mais les équipements sont de plus en plus anciens. Et cela signifie aussi qu'il n'y a pas de capacité de remplacement des équipements. C'est ça la réalité. Ils produisent peut-être plus, mais sur le long terme, et c'est quand même la guerre qu'aujourd'hui la Russie a décidé de mener, elle va se confronter à un moment ou à un autre peut-être à des soucis en termes de production, parce qu'elle perd énormément sur le terrain et elle perd beaucoup plus sur le terrain qu'elle en produit. Comment expliquer sa capacité en cours de destruction, notamment à Kiev? Ce sont ces images terrifiantes qui ont tellement marqué la semaine, c'est le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Kiev. D'abord, dites un mot pendant qu'on voit ces images de l'importance de cet hôpital pour tous les Ukrainiens, la puissance. D'abord, évidemment, le drame humain, mais la puissance symbolique de cela est énorme. C'est le plus grand hôpital pédiatrique de toute l'Ukraine. Je pensais de base de Kiev, mais en réalité de tout le pays. C'était un hôpital pédiatrique qui a été rénové récemment dans un nouveau bâtiment. C'était une sorte de petite fierté, un petit joyau de l'architecture dans la ville de Kiev qui a été donc détruit. Et on le sait très clairement que c'est la Russie qui est derrière cela, si quelqu'un avait un doute sur le sujet, que la Russie a utilisé des missiles Kha-101 dessus. Et ma famille était à Kiev à ce moment-là. Cette image-là est terrifiante. Là, on voit vraiment l'ampleur du bombardement. C'est l'une des explosions, effectivement, et on voit que clairement, c'est le bâtiment même qui a été touché. On ne parle pas d'un débris, parce qu'il y a eu d'autres frappes. C'est vrai sur l'usine Artem, qui n'est plus d'ailleurs active depuis 2 ans. Mais il y a eu plusieurs frappes, et l'une des frappes a eu lieu sur cet hôpital. Et je peux vous dire que ma famille était à Kiev à ce moment-là. Mon père tournait une vidéo parce qu'il voulait montrer quelle était l'ambiance dans la ville. Et à ce moment-là, il soulève son téléphone parce qu'il voit un nuage de fumée. C'est un missile qui est tombé en plein centre de Kiev. Et la population a été profondément choquée. Et dernière chose, on a vu qu'il y a un vrai élan de solidarité. Parce que plusieurs millions d'euros ont été récoltés dans un temps record par la population ukrainienne et par des personnes de l'étranger qui ont souhaité soutenir l'Ukraine sur ce projet, tellement ça a touché. Et ce qui est grave, c'est qu'on ne voit pas de sanctions, on ne voit pas de réponse face à cela. C'est-à-dire qu'on permet à la Russie de mener ce type d'attaque sans que quoi que ce soit ne change. Et ça, c'est si je peux ajouter juste un petit point, d'ailleurs cet hôpital avait été très largement aidé par la France, financé par la France. Il avait un partenariat avec l'hôpital Necker, Paris 15e, pour dire l'importance aussi, je dirais aussi pour nous, je dirais, de cet hôpital. Cet hôpital, il faut savoir que ce n'est jamais, enfin son bombardement n'est jamais que la série d'une longue litanie de frappes. L'OMS avait documenté, dans un document du 3 avril exactement, 1680 frappes contre des hôpitaux et des facilités médicales en Ukraine depuis le début de la guerre totale. Ça fait la suite, c'est la suite d'ailleurs de 400 frappes contre des hôpitaux aussi totalement volontaires en Syrie. Puisque ça, c'est aussi, je dirais, la tactique courante des Russes. Dès qu'ils ont, c'est frapper de manière délibérée, parfois d'ailleurs avec une seconde frappe pour frapper aussi les secouristes, les hôpitaux et les centres de soins. Je veux dire, donc c'est quelque chose qui est totalement volontaire, c'est détruire. Est-ce que ça n'est pas un aveu d'échec terrible pour l'Occident? Les plus grandes puissances de la Terre, l'OTAN, 1 milliard de personnes dans l'OTAN, c'est la plus grande alliance militaire de tous les temps qui dit on aide l'Ukraine de toutes nos forces et elle n'arrive pas à protéger la ville de Kiev. Ben oui, mais c'est la ville centrale. Où il y a une ligne rouge qui a été réaffirmée lors du sommet de l'OTAN, à savoir il n'y aura pas un soldat de l'OTAN. Que voulez-vous faire de plus malgré ces massacres? Il y a des photos qui sont très douloureuses. Je ne sais pas si on peut les montrer. Un bloc opératoire a été détruit et il y avait aussi une opération. Une petite fille de 2 ans se faisait opérer. Ils ont continué très courageusement à opérer. Ce sont des crimes de guerre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus si ce n'est... On aurait dû. Ah non, on
on aurait pu, avec des livraisons plutôt de batteries antimissiles, on pouvait le faire en intervenant directement encore plus. Mais ces lignes rouges sont une absurdité totale. Mais elles demeurent. L'OTAN les a réaffirmées lors de cette réunion. Aucun soldat, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est envoyer... Mais même sans parler des soldats, est-ce qu'en termes d'efforts, on voit bien qu'en Israël, l'effort américain pour aider l'Israël en matière de patriotes, par exemple, fait que, à mon avis, pardon si je me trompe et que ma mémoire me trompe, mais on n'a pas vu de telle destruction à Tel Aviv depuis longtemps, en réalité. Non, certes, donc l'effort d'aide qui est fait pour Israël n'est pas fait pour l'Ukraine. 60 milliards de dollars ont été votés par le Congrès des États-Unis. Le problème, c'est un délai d'acheminement, c'est d'envoyer plusieurs dizaines de F-16, il faut une meilleure défense aérienne, et là, on a l'impression que ça traîne. Oui, 60 milliards pour des armements en plus. Les Ukrainiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que des pays comme les États-Unis, qui ont énormément de systèmes patriotes, en tout cas suffisamment pour que l'Ukraine soit au moins couverte au niveau de ces grandes villes ou des villes stratégiques qui sont régulièrement frappées, pourquoi les États-Unis ne peuvent pas faire cet effort? Et c'est ça la différence, c'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui sont obligés de vider leurs poches et donner absolument tous les derniers équipements qu'ils ont. Je pense par exemple à la Roumanie, je pense à d'autres pays, je pense à d'autres équipements où le Danemark par exemple a donné toutes ses artilleries, alors que les États-Unis disent que voilà, nous soutenons l'Ukraine, et c'est vrai, c'est une vérité, mais elle pourrait le faire plus. Et un système anti-aérien, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on rentrerait dans l'escalade. On ne parle pas de troupes, on demande des missiles et des systèmes lance-roquettes pour pouvoir détruire les missiles russes.